Vidéo exclusive extrêmement rapide parce que bien évidemment faite sur le chaud, je sais pas comment on dit, à chaud. Le sujet Métropole 1 est sorti, hein, Métropole 2 demain, donc là je fais vraiment une vidéo qui va peut-être pas rester longtemps sur la chaîne. On va analyser tout ça et voir un peu qu'est-ce qu'il faut réviser, quels sont les petits problèmes qu'on peut repérer. Il se trouve que j'ai parcouru le sujet aujourd'hui avec une élève qui passe le bac demain et qui voulait voir un peu ce qui se passait, donc j'ai des petites choses à vous dire. C'est très intéressant, on va se lancer tout de suite. N'hésitez pas, tayloracademy.fr, stage, dernière place, ça commence à être vraiment parti maintenant. 6 au 10 juillet, si vous rentrez en sup, maths sup, la détresse, on comprend rien, les méthodes, on est perdu, septembre à décembre, on perd du temps. L'idée, c'est de venir au stage et d'être extrêmement préparé à l'esprit maths sup pour savoir comment s'en sortir après la terminale, comment réviser ces savoirs de lycée pour les utiliser dans des exercices, dans des situations compliquées et être prêt à aborder la rentrée sereinement. Également pour ceux qui rentrent en spé, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en sup qui regardent cette vidéo, je fais un stage, même période, pour préparer la rentrée en spé, année des concours. Comment je fais pour faire 2 stages en un? Et bien c'est parce que nous sommes 2 enseignants, moi et Olivier de la chaîne YouTube Allgen, 100 000 abonnés, brillant pédagogue. Voilà, j'ai tout dit, vous le savez déjà parce que vous avez déjà vu que je fais un stage du 6 au 10 juillet, et on passe tout de suite à l'analyse du bac. Alors, je ne sais plus parler, on est sur le sujet 1, exercice 1, partie A, on a donc des probas. Est-ce qu'on a des probas qui diffèrent de ce qu'on a vu hier dans mon petit speedrun des 5 bacs où j'ai fait Amérique 2, Asie 1 et 2, Centre étranger 1 et 2? Eh ben, pas trop. On a un petit classique arbre au début, super. On va faire quoi avec cet arbre? On va faire une petite formule des probas totales, puis une petite formule de Bayes où on inverse P de B sachant A et P de A sachant B, en gros, avec des V et des C, vous adaptez. On a sûrement ensuite quelque chose qui va être quoi? Une petite loi de binomial et peut-être ce qu'on attend toujours, j'ai pas encore vu le sujet exactement, cette partie-là. Moi j'ai fait avec mon élève la partie géométrie et QCM. On s'attend, peut-être que je vais me planter, à un petit Chebyshev à la toute fin. Attention, hop hop hop, la loi de probabilité. X n'est pas du tout une binomiale. Vous voyez, j'ai tenté de faire une prédiction, je me suis planté, c'est pas grave. Donc on a X qui n'est pas une binomiale, super. Et Y, le prix qu'elle paye. Ok, donc on a une espérance, super, on a le prix associé. On a tout ce qu'il faut, c'est ok, d'accord. On suppose que X et Y sont indépendantes, justifie que E de X et V de X sont ces trucs-là, ok. Donc pas très compliqué, hein. E de X on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, on s'en sort. Et V de X, bah, il faut aussi calculer la proba que X carré tombe, donc c'est 0,19 fois X carré, 0,06 fois 70 au carré, etc. Et on fait une petite formule où on dit que bah, espérance de X carré moins l'espérance de X au carré, c'est la variance. Ok, magnifique. Z machin, mais c'est très bien. En fait, là, très intéressant. Alors pour le coup, je ne râle pas, c'est pas du classique. On joue un peu sur le fait que certaines des variables x et y soient liées entre elles. On trouve des choses sur l'espérance et la variance, c'est plutôt intéressant, c'est rare, et c'est encore du jamais vu, je crois, dans les sujets de cette année, donc c'est pas mal. On va choisir un échantillon, voilà, on a un échantillon, on a une variable aléatoire, on va calculer une variance, une espérance, et on vous donne, alors dans les sujets précédents, on vous disait pas que c'était bien des métiers, il fallait le comprendre vous-même. Voilà, on a Chebyshev. Donc ça, c'est classique. Donc le non classique, pour le coup, c'est la partie 2. Enfin, ce qui n'est pas... c'est la partie B, le début de la partie B. Intéressant, j'apprécie. C'est à partir de Z que ça devient reclassique. Des petites nouveautés basées sur des propriétés très très simples à mettre en place de variance et espérance. Donc on ne pas d'inquiétude, mais vraiment très intéressant, j'aime bien. Exercice 2, donc voilà, il y a de la géométrie, c'est un QCM géométrie avec un peu de dénombrement à la fin, c'est celui-là sur lequel j'ai bien testé mon élève aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit le plan P orthogonal à la droite AB passe par le milieu du segment, bon ça elle a tout de suite capté, hein. Elle m'a dit c'est simple, on repère un peu à quoi ressemble la droite AB, et on voit tout de suite que la droite AB est dirigée par le vecteur normal qui est ici, qui est moins 1, 1. Alors A et B, de toute façon on a les points A et B, hein, donc on trouve, si on fait le vecteur AB comme vecteur directeur, on trouve moins 1, 1, moins 5, qui correspond exactement à moins 1, 1, moins 5 ici, vecteur normal. Donc le plan P totalement orthogonal à droite AB passe par le milieu du segment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre les coordonnées du segment. Donc on fait 3 plus 2 sur 2, donc 5 demi, 1 demi, moins 1 demi. Et on voit si ça répond à l'équation. C'est très rapide, on trouve que c'est vrai, il me semble. Les droites D et AB sont-elles séquentes? Alors là, il me semble qu'elle s'est un peu plantée parce qu'elle a voulu... donc je vous raconte voilà, une élève qui a fait ça, mais c'était pas mal ce qu'elle voulait faire, mais elle m'a dit, écoute, à coup sûr, elles sont parallèles. Voilà, elles peuvent être parallèles, et donc je vais vérifier qu'elles sont parallèles, et pouf, je pourrais dire qu'elles sont donc pas séquentes. Ce qui est pas mal. On pourrait vérifier qu'elles ont peut-être le même type de vecteur directeur. AB on l'avait, le vecteur directeur ici on l'a, c'est 1, moins 1, moins 2. Voilà, elles sont pas parallèles, en effet. Bon, elles seraient parallèles, ça serait intéressant. Elles sont pas parallèles, mais pour autant on est dans l'espace. Et dans l'espace on peut ne pas être parallèle comme ça, et pourtant ne jamais se croiser. Donc c'est un peu le souci. Euh, c'est pas parce qu'on n'est pas parallèle qu'on se croise. Donc sont-elles séquentes ou pas? On n'a pas conclu comme ça, donc ce qu'il faut faire c'est trouver une équation paramétrique de AB. C'est pas très compliqué, vous avez le vecteur AB, vous savez qu'elle passe par A, donc vous dites que c'est en gros 3 plus moins T, un truc comme ça, 0 plus
je sais pas combien, t et 2 plus moins 5t, un truc comme ça. Et vous en sortez, vous faites un petit système pour vérifier avec t et t' s'il n'y a pas un... Parce qu'il n'y a pas un point où il y a un t et un t' qui vérifie le même x, y, z. Et on se rend compte que oui ou non. Alors, il me semble que non et que l'affirmation est fausse. Mais ça, j'ai pas les calculs en tête, donc à vous de voir. Mais la méthode, c'est ça. Ensuite, on construit le point, la mesure de l'angle. Bon, écoutez, c'est pas très compliqué. On vous demande mesure d'angle, on vous donne un point, on vous donne 3 points comme ça. On a un triangle, on fait un petit. Comment on appelle ça? Un petit. J'allais dire Al-Kashi, oui, un petit. Oui, c'est un Al-Kashi si on veut. Un petit produit scalaire, plutôt. On fait un petit produit scalaire qu'on trouve facilement grâce aux coordonnées des points, puis ensuite à la formule du cosinus. Très bien. Là, c'est intéressant. Là, c'est du dénombrement. On n'a pas eu trop de questions comme ça dans le sujet d'avant, donc je vous explique comment faire. Au cas où c'est pas très clair pour vous, on vous dit qu'il y a deux jeux à la fois, enfin il y a deux portes à la fois. Il y a un digicode avec 8 touches différentes. Bon, les symboles différents, on va pas commencer à faire des montgolfières et des serpents. On va dire que les symboles, c'est les chiffres de 1 à 8, voilà. La porte A, donc c'est Titouan, j'imagine, ou je sais plus qui. Non, Clotilde, pardon. La porte A, Clotilde, elle sait que le code, c'est 3 symboles différents saisis dans le bon ordre. Donc on va essayer de compter le nombre de possibilités. On vous dit le nombre de possibilités, et en moyenne, on vous dit lequel a plus de chances d'ouvrir la porte. Il suffit de compter le nombre de possibilités pour chacun. Elle a 3 symboles différents. Donc comment on le comprend physiquement? Parce que j'ai vu que c'était pas toujours très clair ce truc-là. C'est en fait, j'ai une petite boîte à médicaments avec une case 1, 2 et 3, et je dois la remplir avec 8 objets. Donc hop, je prends un objet, je le mets dedans, la première case, j'ai 8 choix. Il m'en reste 7, hop, 7 choix pour le deuxième, hop, 6 choix pour le troisième. 8 x 7 x 6. C'est le concept d'arrangement, mais voilà, on le comprend très bien. Il y a un ordre parce qu'elle a une petite boîte avec, hop, lundi, mardi, mercredi, petit 1, petit 2, petit 3, c'est rangé dans l'ordre. Donc elle a 8 x 7 x 6 choix, c'est ok. La porte B, 4 symboles différents qui peuvent être saisis dans n'importe quel ordre. Moi, je trouve que pour bien comprendre ça, si vous avez compris que n'importe quel ordre, c'est l'utilisation des ce qu'on appelle les combinaisons, c'est-à-dire les k parmi n. Alors, vous pouvez torcher l'exo tout de suite et écrire ce que ça vaut. Combien j'ai de symboles différents dans n'importe quel ordre, c'est k parmi 8, enfin c'est 4 parmi 8, et j'ai la formule. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, dites-vous que c'est comme une situation où notre ami Titouan a fait comme Clotilde, il a fait 1, 2, 3, 4, il a fait ok, j'ai 8 choix, x 7, x 6, x 5. Et on se dit, voilà, il a fait ça, donc ça veut dire que lui, il me donne des résultats, par exemple, il pourrait me donner un résultat qui serait 1, 2, 3, 4, mais il aurait aussi trouvé, en faisant tout ça, s'il les fait tous comme ça, il aurait aussi trouvé 2, 1, 3, 4. Sauf qu'on vous dit qu'en fait 1, 2, 3, 4 et 2, 1, 3, 4, ça compte pareil, on s'en fiche de l'ordre. Donc il aurait fait cette démarche un peu trop de fois. Mais on peut compter combien de fois en trop il l'a fait. C'est simple, pour une combinaison 1, 2, 3, 4, vu qu'on sait qu'il a aussi fait, vu qu'il a fait comme Clotilde 2, 1, 3, 4, 4, 3, 2, 1, on peut se dire, non, attends, dans ce cas-là, il aurait fait trop, il aurait fait pour rien. Donc combien de fois il a fait en trop? Combien de fois on peut faire tourner sur eux-mêmes les 1, 2, 3, 4? 4 choix, 3 choix, 2 choix, 1 choix. En fait, on appelle ça des permutations. Donc en fait, lui, s'il fait la même démarche que elle, on aura compté des choix 4 factoriels trop. Parce qu'en fait, je veux pas que 1, 2, 3, 4 soit considéré comme différent de 3, 2, 1, 4. Je me fiche de l'ordre, encore une fois. Le code, si je tape 3, 2, 1, 4 ou 1, 2, 3, 4, c'est la même chose. Donc je vais faire la même démarche que Clotilde, mais je vais me rappeler que j'en fais trop quand je fais comme elle, et donc je vais diviser le tout par 4 factoriels. Et donc ça donne quoi? 8 x 7 x 6 x 5, divisé par 4 factoriels. Et donc elle fait 8 x 7 x 6. Lui, il fait 8 x 7 x 6, x 5 sur 4 factoriels. Ouais, mais 5 sur 4 factoriels, c'est 5 sur 4 x 3, 5 sur 24. 5 sur 24, c'est plus petit que 1. Donc voilà, on a le résultat, il en a moins. C'est très bien. Donc j'ai expliqué un petit peu comme je peux, j'aime bien expliquer à la main ces trucs-là, au cas où c'est pas clair. Sinon, vous balancez juste le 4 parmi 8 et vous êtes passé à autre chose. Il n'y a pas de souci. Affirmation 4, c'est ça. Exercice 3, j'en parle. Clé, vraiment, il faut connaître bien son cours. J'ai remarqué, alors tous mes élèves de terme, il y en a moins 1 sur 2 qui me sort des fois une dinguerie une fois sur 2. Donc bon, là, j'ai souvent des petites erreurs. Quand vous avez y' plus ay égale 0, la solution, c'est une constante grand K fois exponentielle moins ax. Vous embrouillez pas. Je sais qu'il y a des profs qui donnent y' moins ay égale 0. Dans ce cas, c'est K fois exponentielle ax. En gros, faut pas se tromper sur le signe moins, et si vous voulez, pour pas vous tromper, rappelez-vous toujours la plus simple des équations différentielles. Par exemple, vous avez qu'à vous dire y' plus y. Et vous dites paf, alors c'est bon, la solution c'est exponentielle x. Y' plus y égale 0, on vérifie, ça fait e de x plus e de x, ça fait 2e de x pas égal à 0. Zut, c'est pas ça, c'est donc un moins. Si vous n'êtes pas sûr du moins, soyez au moins conscient qu'il est possible de se planter. En tout cas, normalement, retenez par cœur, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, retestez. Testez pour ensuite être bien sûr, et ensuite pour avancer sur des bases solides, et plus être dans le stress du jour J, et se dire, zut, peut-être que je me plante, je sais pas. C'est possible que l'erreur existe, donc si vous n'arrivez pas à vous rappeler avec conviction de la formule, recherchez avec un exemple simple ce qu'elle peut être. Y' plus y égale 0, est-ce que c'est e de x ou e de moins x qui marche?
Voilà, c'est un petit conseil que j'ai à donner. Ensuite, après, c'est tout simple, on a y' plus ay égale une fonction, la fonction étant une constante, on trouve une constante égale à, on pense à utiliser l'exercice, la question 2, on trouve 26. On trouve 26, on trouve bien l'exponentielle de moins 0,035, et on trouve la constante égale à moins 8. Ici, on a une constante quelconque, on trouve moins 8 parce que pour la température, on utilise t de 0 égale 18. Parfait. Selon ce modèle, déterminez quand est-ce qu'on aura 20 degrés, donc vous dites t égale 20, si et seulement si, donc on aura, je sais pas, vous mettez un 20 égale 20, donc vous aurez 6 égale, donc 3 quarts égale l'exponentielle, je sais pas quoi, vous en sortez, vous réglez avec un logarithme. Super. Si une panne de système de chauffage l'empêche de s'éteindre lorsque la température de la pièce atteint 20 degrés, la température pourra dépasser aussi. J'ai rien compris. Si une panne de système de chauffage, oui, l'empêche de s'éteindre. D'accord, lorsque la température de la pièce atteint 20 degrés. Quoi? Ah oui, d'accord. Très bien. Pourrait-elle dépasser 28 degrés? Ah bah, si vous regardez, quand le temps passe, oui, d'accord, on a compris. Plus le temps passe, plus ce truc tend vers 0. Donc non, on va jamais dépasser 26 en gros. Voilà. Phase de refroidissement, on regarde un petit peu lorsque la pièce, machin, machin, système de chauffage. Ah bah d'accord, oui, atteint 1 degré, il s'éteint, la pièce refroidit, super. On modélise la température de la pièce, mais en ce moment, en tout, il fait très chaud, là c'est l'été, donc on n'a pas trop envie de chauffer les pièces, mais ok. Tout antinaturel, très bien. Montrer que U1 égale, bah on est parti, hein, ça se fait. On a U0, donc c'est bon. U0, on l'a ou pas? U0, U0... U0, il est là, pardon. Oui, montrer par récurrence qu'on a UN toujours plus grand que 10, très facile, c'est cadeau. On admet qu'elle est décroissante. Est-ce qu'on pourrait pas le démontrer? On pourrait peut-être le démontrer, hein. UN plus 1 moins UN, ça ferait moins 0,35 UN plus 0,035. Bon, ça irait. Moins ce truc-là qui est négatif, donc je pense que vu qu'il est plus grand que 10, on pourrait s'en sortir sans problème avec ça. On pourrait montrer, essayer de le faire, que UN plus 1 moins UN est négatif, je pense. À vérifier. Pas sûr. En même temps, dans celui-là, il serait en plus l'exponentiel, ça pourrait nous embêter. Pas sûr. Donc on suppose qu'elle est décroissante, très bien. On pourrait peut-être le montrer de manière plus complexe que ce que je viens de faire. On va dire qu'elle est convergente, bah c'est pas très compliqué, elle décroît et elle est minorée, donc c'est bon, théorème de convergence monotone. On note L, sa limite, justifie qu'elle est solution de l'équation. Pouf, c'est vrai que c'est facile, vous faites avec ça. Déterminer L interprété dans le contexte d'exercice, c'est pas très dur. Un peu de Python, déterminer le temps, tout ça, c'est pas très compliqué. Honnêtement, c'est un peu cadeau. Partie B, pas très compliqué. On regarde maintenant l'exercice 4 qui est très intéressant parce qu'on a une fonction avec deux paramètres A et B à déterminer. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. On admet que la fonction est deux fois dérivable, on note f', f seconde, donc on sent la convexité arriver. On va chercher les valeurs de A et B de sorte que la courbe ici corresponde à l'expression ici. Très bien, on va regarder. Bon, on pourrait déjà, moi, premier truc que j'ai envie de faire tout de suite, calculer f de 0. Voilà, f de 0, quand x vaut 0, ça fait log de 1, ça dégage. F de 0, c'est A. Boum. F de 0, c'est 1, donc petit a, c'est 1. Hop, voilà, c'est la question 1. Bon, je l'avais pas vu, mais c'était le premier truc le plus simple que j'ai envie de faire direct. Donner la valeur de f' de 0 justifiée, bah écoutez, on va regarder f' de 0, vu qu'on me donne la tangente, au point, on me donne la tangente au point d'abscisse 0, bah j'ai plus qu'à calculer la pente, hein. Je vois que je décale de 1, je monte de 4, f' de 0 égale 4, voilà. F seconde de 1, ok, f seconde de 1, ah le signe, oh là, j'allais galérer sinon. F seconde de 1, bah écoutez, là sur cette portion ici, on a bien une courbe qui est concave. Comme ma courbe est concave ici, bah je peux dire que f seconde de 1, à coup sûr, est négatif. Voilà. Ensuite, dériver, c'est ça, excellent. Vu qu'on sait que A vaut 1, on peut remplacer, donc on trouve ça en dérivant, c'est pas bien compliqué. Et ensuite, on trouve la valeur de B, parce qu'on sait que f' de 0 vaut 4. Voilà, c'est vraiment pas dur. 1 et 4, magnifique, donc ça on pouvait le vérifier après, hein. Donc faites ça tout le temps, allez voir la fin du sujet pour voir si vous n'êtes pas planté au début, on a bien 1 et 4 qui est donné ici, c'est très bien. Justifier qu'elle est asymptote à la courbe, bah là vous avez en plus l'infini du log de U sur U, croissance comparée, ça tend vers 0, c'est magnifique, donc la limite c'est 1. Résoudre une équation machin machin, alors ça on peut le faire facilement normalement, c'est vraiment pas très compliqué, vous passez l'exponentielle, vous en sortez. On admet que la limite c'est moins l'infini. On dresse le tableau de variation, on se débrouille un petit peu, c'est pas trop compliqué. Montrer qu'elle a une unique solution, c'est un petit théorème de la bijection. Et enfin, montrer ça. Alors, normalement, ça, c'est pas bien compliqué si je me trompe pas, log de U sur U. Là, a priori, vous reconnaissez que c'est... en fait, 1 sur U, c'est la dérivée de log de U. Donc vous avez quoi? Vous avez, si vous voulez, si j'appelle f log de x plus 1, j'ai du f' fois f. Parce que j'ai la fonction fois sa dérivée. Donc f' fois f, c'est quoi? La primitive, c'est f carré sur 2. Voilà, parce que f carré, quand on dérive, c'est 2f' fois f. Donc il y a un sur 2 ajouté. Et c'est fini. Donc voilà, petit conseil, un dernier truc comme conseil pour demain, pour ceux qui le passent demain, là, le sujet 2. Vous arrivez tout de suite, vous perdez pas de temps, vous regardez tous les exercices. Vous passez 4 minutes à lire le sujet et vous dire, ok, quels sont les exercices, comme j'ai fait un peu là, en plus rapide, hein, quels sont les exercices où tout est classique. Typiquement ici,
Ok, on regarde, on se dit extrêmement classique la partie ici. Ça va être facile, je maîtrise. Petit b, un peu bizarre, une proba chelou avec des x différents, des trucs. Ok, ça je connais pas, on verra plus tard. Ça je connais, c'est du Chebyshev. Parfait, donc ça je sais que je peux torcher. Donc déjà vous savez que le début et la fin vous l'avez. Là, petit doute, on verra si c'est dur ou pas. Mais vous savez où il y a des trucs à faire qui sont torchés faciles. Si vous avez révisé vos annales et que vous êtes chaud, vous savez. Là, on voit la représentation paramétrique, peut-être une petite difficulté, mais en soi simple, on y va. 1, 2, 3, on peut le torcher, il y a rien de... Si vous avez fait pas mal d'annales, il n'y a rien de nouveau. Là, on peut sentir la douille de oulala, attention, des choix équiprobables, des chances d'ouvrir. On peut mettre un petit warning de c'est différent. Phase de chauffage, une équation très simple, si vous les connaissez, vous y allez, vous foncez, vous marquez que c'est facile, super. Là, équation récurrente, on peut marquer que c'est bizarre. On sent qu'il y a des bizarres, il y a plein de trucs, on le marque comme bizarre, donc on le fait pas tout de suite. Et mon point, c'est d'aller vite commencer à faire dès le début pour vous mettre en confiance, pour pas rater de points. Alors, c'est deux choses. Déjà, vous êtes en conscience, vous avez de la dopamine, vous êtes content parce que vous avez fait tous les trucs que vous savez faire sur 1h30, 2 heures. Donc ça, c'est le plus important, ne pas les faire après ou pas oublier de les faire. Et surtout, vous ne sortez pas de l'épreuve en vous rendant compte que ah mais zut, à la fin de l'exercice 4, j'aurais pu le faire, c'était facile. Non, surtout pas. Il faut avoir vu tout le sujet pour être sûr de faire tous les trucs faciles. Facile pour vous en fonction de ce que vous savez faire. Là, vous voyez qu'il y a l'interprétation graphique. Potentiellement, interprétation graphique, convexité, ça vous plaît, donc vous faites, vous dites que c'est bon. Et à la fin, une petite intégrale. Peut-être que vous aimez pas, mais au moins vous savez que c'est là. Voilà, c'est mon dernier conseil ultra pratique. J'aurais peut-être pu le donner en premier parce que vous allez peut-être pas aller jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je voulais la faire en express et la sortir très vite. Donc je vous dis à la prochaine. Dimanche prochain, il y aura une vidéo normalement. Et courage pour le bac demain.